Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Walf et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir les journalistes Daoud Thiam. Daoud Thiam est le directeur de publication du quotidien Source A. Daoud, bonjour. Bonjour Tafa. Et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Bonjour également à Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam est lui le rédacteur en chef de... Bonjour à vous. Bonjour Tafa, bonjour mon cher ami. Avec vous donc, nous allons essayer de revisiter l'actualité de la semaine, une actualité qui reste dominée par l'affaire du drame de Demba Diop avec la décision rendue par du sport, le TAS, qui a donc demandé la réintégration de l'US Ouakam dans le football professionnel au Sénégal. L'US Ouakam qui devrait d'ailleurs commencer le championnat de Ligue 1, ce qui crée déjà quelques remous, puisque du côté de Mbour, on dit clairement qu'il n'est pas question de partager le même championnat avec l'US Ouakam. Une plainte est d'ailleurs brandie contre les organisateurs de la finale du 15 juillet 2017. Nous allons en parler. Parler également de la franc-maçonnerie au Sénégal, entre fantasme et réalité. Le prétexte, c'est cette rencontre finalement annulée, mais pour beaucoup, cette rencontre s'est tenue à Dakar sous une autre forme, on va en parler. Mais on commence par la tuerie de Bofa, du nom de ce massacre qui avait fait quelques 14 morts en Casamance. L'enquête avance, le président Macky Sall a promis le châtiment à tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. On va donc en parler avec vous, Abdoulaye Thiam, je commence avec vous. Assassinat, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes, ce sont les charges retenues contre les 16 personnes arrêtées la semaine dernière. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que l'enquête aille aussi vite? Bon, moi, je sais pas par rapport à la célérité de l'enquête, ce qui prouve encore une fois que ceux qui sont chargés de le faire ont correctement fait le travail. Maintenant, le fait qu'ils soient arrêtés ne signifie pas qu'ils sont coupables. On attendra ce qu'en décidera effectivement le juge, mais les chefs d'accusation que vous venez de citer tout à l'heure, en tout cas, sont révélateurs de la gravité des faits. Quand même, il y a eu beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont été tués. Mais cette affaire-là non plus ne devrait pas prendre certains relents, parce qu'on a vu qu'il y a eu certaines personnalités se réclamant de la Casamance ou bien des cadres de la Casamance faire des déclarations qui, à mon avis, ne les honorent pas du tout. Parce que moi, ce que j'y ai vu, c'est juste une volonté tout simplement de se remettre en selle. Peut-être, mais... Pour vous, il y a de la récupération, un peu de la récupération. Oui, effectivement, parce que je ne peux pas comprendre que l'autorité se permet de dire, oui, nous savons qui a fait ça et qui l'a commandité. Donc, on a même pas... Je suis à dire que si le procureur nous appelle, on lui donne des noms. Ça, une république ne fonctionne pas comme ça. Si vous connaissez les noms, donnez-les. Ça, on n'est pas dans les histoires de celle de nom là. Oui, il doit tomber, mais pour qu'il ne tombe pas, il faut qu'il m'appelle pour que je l'amène voir tel marabout pour qu'il ne tombe pas. Ça ressemble à des chantages ou autre chose. Une république ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, il y a une autorité de ce pays qui a même décidé que cette personne-là soit convoquée au niveau du procureur de la République, Abdoulaye Makhtar Diop, pour ne pas le nommer. Mais pour une fois au moins, le MFDC n'est pas pour le moment impliqué. Ils ont eux-mêmes dit qu'ils n'ont rien à voir avec cette affaire. Ça ressemble plus à des règlements de compte, ça ressemble plus à une association de malfaiteurs, à des gens qui voulaient protéger leur forêt et qui ont décidé de faire leur justice eux-mêmes. Dans un pays normé, dans une république, la justice privée, elle est bannie depuis très longtemps. Ce n'est pas normal que des Sénégalais se permettent de se comporter comme ça. On reparlera de l'implication supposée ou réelle du MFDC. Daoud Thiam, je le disais tout à l'heure, l'enquête est allée très vite. Mais est-ce qu'il n'y a pas là des craintes que des lampistes payent à la place des vrais coupables? Tafa, vous me permettez d'abord de saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de Walf et de saluer également mon co-débatteur Abdoulaye Thiam, qui est un Doomu Baye. Vous remercier également de l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de discuter de certains sujets d'actualité. Mais écoutez, moi je crois que par rapport à ce qui s'est passé à Bofa, il y a une constance. C'est quoi? C'est que des gens se sont levés et ont pris la décision de la vie à une quinzaine de concitoyens. Ça, c'est constant. Ça, c'est constant. Cette cascade, en fait, cette tuerie ne relève point d'un accident de l'histoire. C'est des choses qui ont été apparemment planifiées
et ceux qui étaient chargés d'exécuter leurs semblables l'ont fait de manière volontaire, libre et consciente. Maintenant, la première chose dont il faut se féliciter peut-être, c'est en réalité le fait que l'enquête ait abouti dans un délai record, dans un bref délai, de présumés en fait coupables. Maintenant, tu as posé une question extrêmement pertinente, c'est est-ce que des lampistes ne risquent pas de payer à la place des vrais coupables? Je crois que connaissant également le savoir-faire de nos forces de sécurité et de défense, connaissant le savoir-faire des éléments de la section de recherche quand même, qui ont eu à élucider énormément de cas souvent très complexes, j'ai confiance en leur manière de conduire ce dossier, et je ne pense pas, pour un dossier aussi sensible que ça, qu'ils puissent commettre l'erreur de prendre des gens, de les en fait remettre au procureur, alors qu'ils ne seraient pas peut-être des gens sur qui pourraient peser autant de chefs, autant de charges. Donc jusqu'à la preuve du contraire, on considère peut-être qu'eux, ils bénéficient également de la présomption d'innocence, mais je crois que d'après ce que les médias ont rendu compte jusqu'ici de cette histoire-là, c'est que des éléments probants ou supposés comme tels auraient été en fait notés ou bien recueillis à travers l'enquête, et qui auraient permis aujourd'hui de mettre ces gens-là, en fait, pour le moment, entre les mains de remettre ces gens-là entre les mains de la justice. Alors, parmi ces personnes qui sont entre les mains de la justice, comme le rappelle Daoud Thiam, il y a, dit-on, des chefs de village, un journaliste, on reparlera d'ailleurs de son cas, mais ce qu'on constate, c'est que l'enquête a quand même tendance à montrer qu'il ne s'agit pas d'une enquête, d'une attaque rebelle imputable au MFDC. Est-ce que ce point de vue est défendable? Bon, écoutez, c'est très difficile de dire que le MFDC n'est pas derrière, parce que quand même le MFDC est composé aussi des Sénégalais qui revendiquent tout simplement l'indépendance de cette partie de notre pays. Ceux qui sont pris aujourd'hui, qui sont considérés comme étant des présumés coupables de cette tuerie, rien ne dit qu'ils ne sont pas membres de MFDC. Mais ce qui est clair, ce qui est officiel, c'est que le MFDC a sorti un communiqué pour dire d'abord qu'il condamne, et deuxièmement qu'il est apte là-dessus. Mais ça, c'est l'enquête qui déterminera si effectivement il y a des liens entre les personnes qui ont été arrêtées et ce mouvement-là irrédentiste de la Casamance. L'un dans l'autre, ce qui est le plus important aujourd'hui, en tout cas ce qui semble le plus plausible, c'est un règlement de compte. Ça, c'est ce qui apparaît dans les faits. Et moi, je crois que notre pays a atteint un tel degré de démocratie que le procureur même de Ziguinchor devrait faire face à la presse pour donner encore d'amples explications pour que l'opinion puisse comprendre. Parce que quand même, c'est 14-15 Sénégalais qui ont été tués dans des pays républicains comme la France, dans les pays occidentaux. Le procureur de la République aurait fait plusieurs sorties depuis très longtemps. C'est là qu'on attend, nous, aujourd'hui, la justice du Sénégal. C'est cette indépendance-là qu'on attend d'eux, qu'ils nous montrent carrément qu'ils sont là, parce que quand même le procureur, il est censé défendre les intérêts du pays. Est-ce que le procureur de Ziguinchor n'est pas là sur le même tempo que les autorités sénégalaises, les autorités politiques surtout? Parce que depuis qu'il y a cette théorie-là, on n'a pas entendu de déclaration officielle expliquant peut-être ce qui s'est passé, alors que pour des faits, disons, beaucoup moins graves, on a entendu le porte-parole du gouvernement entrer dans une polémique pour certains inutiles avec Karim Wade après le décès de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Est-ce que ce n'était pas l'occasion, comme vous le dites, d'expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ces gens-là sont arrêtés et qu'est-ce qu'on leur reproche? Je suis totalement en phase avec vous. La première des choses, on l'a constaté à plusieurs reprises. Je crois que non seulement le porte-parole du président du gouvernement devrait parler, mais même le ministre de l'Intérieur devrait même se rendre à Ziguinchor pour s'exprimer, pour se mettre aux côtés des populations. Il s'est rendu là-bas, mais il n'a pas... Voilà. Donc, mais quand même, je crois que c'est au niveau de la communication que ça pose problème. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où pratiquement rien ne peut plus se cacher.
Et nous nous glorifions d'avoir une république comme telle, qui est aujourd'hui jalousée, chantée partout. Mais quand même, il faut que la justice puisse suivre ce domaine-là. Le fait de garder certaines informations, ça ne favorise pas, en tout cas, à la manifestation de la vérité. Le procureur de la République, dans ces cas de figure-là, en tout cas dans tous les pays du monde, en tout cas dans tous les pays où on parle de république, c'est lui qui fait face aux médias. Il ne va pas donner l'ensemble des éléments de l'enquête, mais quand même il va donner les grandes lignes pour qu'on puisse comprendre effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que cette affaire-là, on ne peut pas soupçonner une certaine satisfaction du gouvernement sénégalais de constater que l'enquête ne mène pas directement au MFDC, ce qui explique un message que le mouvement indépendantiste aurait voulu envoyer à l'État du Sénégal? Est-ce qu'il n'y a pas une satisfaction là, un peu suspecte? Mais écoutez, moi je crois que dans tous les cas de figure, l'État ne saurait se satisfaire de quoi que ce soit. Vous savez pourquoi? C'est l'État qui est chargé de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors, dès l'instant qu'il y a eu une tuerie de cette nature, de cette ampleur, l'État ne saurait se soustraire de rien du tout. Parce que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a attenté à la vie de 15 citoyens sénégalais, dont la sécurité devrait être garantie par l'État. Et ce même État n'a pas su faire face à peut-être, ou bien n'a pas su assurer la sécurité de ces personnes jusqu'à ce que mort d'homme s'en suive. Donc, en aucune façon, je dis bien, en aucune façon, l'État ne saurait se satisfaire de quoi que ce soit. Au contraire, je crois qu'il est même beaucoup plus regrettable de constater qu'on est en face, en fait, d'une situation où des citoyens peuvent se réveiller, peuvent attenter à la vie de leurs semblables sans pour autant que, voilà, en fait, les forces de sécurité et de défense de ce pays-là. Est-ce que le MFDC, je vous repose la même question que j'ai posée tout à l'heure à Ablaye Thiam, est-ce que le MFDC peut être tout à fait étranger à cette affaire? Mais vous savez, le MFDC, je crois que à maintes fois, souvent, des cas similaires ont été, des actes similaires ont été posés au niveau de la partie sud du pays, mais très souvent, le MFDC s'est fendu d'un communiqué pour dire que, bon, écoutez, il n'a rien à voir avec, etc., etc., etc. Ça coule de source que le MFDC prenne cette décision, parce qu'il ne saurait ne pas faire cette sortie-là sous peine de se mettre à dos et l'État et l'opinion publique. Maintenant, prendre un communiqué pour essayer de se laver à grande eau, mais ne signifie pas forcément que le MFDC est blanc comme neige. Ça ne jusqu'au moment où nous parlons, parce que, vous savez, quand Ablaye Thiam s'offre le luxe à lui d'attenter à la vie de X ou de Y, mais s'il ne prend pas, même s'il n'avait pas, par exemple, la carte du MFDC, mais l'acte qu'il a posé, mais fait de sorte qu'il n'est pas très loin d'éléments du MFDC. Je comprends plutôt la pertinence, en tout cas, de ta question, par rapport à si l'État ne devrait pas se glorifier de... C'est pas possible. Un État ne peut pas se permettre, quand il y a quand même des citoyens sénégalais qui sont morts, se dire que oui, le MFDC n'est pas lié, donc je peux être content. Mais ce qui est important, l'importance de la question... Il n'est pas politique. D'accord, mais l'importance de la question, parce que le chef de l'État, quand même, le 31 décembre, a fait déjà une déclaration dans laquelle il appelle à la paix des braves, sans vainqueur ni vaincu. Moins de 2 semaines après, il y a un acte qui vient d'être commis. Le fait que ça ne soit pas le MFDC, oui, politiquement parlant, ça peut être accepté. Mais ça reste tout simplement dans le privé, c'est autre chose. C'est pourquoi je dis, c'est là que vous avez voulu amener effectivement la question. Et sur ce plan-là, oui, je crois, politiquement, ça peut passer, mais quand même, comme l'a dit tout à l'heure Daouda, ça reste toujours encore un acte criminel. Et nous sommes dans une république, la justice, c'est des juges et autres qui doivent le faire. Personne n'a le droit de se faire justice soi-même. Cet acte criminel-là, comme l'appelle Abdoulaye, est lié
au trafic de bois. Certains disent que le MFDC a voulu contrôler ce trafic-là, d'autres organisations villageoises ont voulu contrôler ce trafic-là, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des alertes avant cette affaire-là. Les journalistes qui sont à Ziguinchor, par exemple, ont fait des correspondances par rapport au trafic de bois et tout. L'ancien ministre Ali Haïdar en a parlé plusieurs fois. On a l'impression que l'État a été totalement absent sur ce terrain-là. Ben écoutez, moi je crois que la coupe de bois quand même relève d'une évidence évidente au niveau de la partie sud du Sénégal. Et je crois avoir compris qu'il s'agit là d'un trafic extrêmement bien organisé, d'un trafic extrêmement huilé, au point qu'il soit très difficile d'éradiquer le phénomène en un laps de temps. Ça va être très délicat parce que également toutes les entités de la vie active ont été impliquées dans cette coupe de bois. Parce que fondamentalement, il y a même énormément de charges qui pèsent en fait sur certains peut-être agents même de l'État, même si les gens n'ont pas encore fourni des preuves formelles, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui concernent même certains représentants de l'État qui sont censés défendre les intérêts en fait de cette forêt-là, les intérêts de ces richesses-là. Mais il y a énormément de choses qui se disent là-bas, au point qu'aujourd'hui, on a assisté à un certain moment à deux camps. Les membres du comité, des comités villageois qui ont été installés, et les autres qui ont estimé à un certain moment que rien ne devrait s'opposer à ce qu'ils mènent correctement l'activité qui leur permet d'exister. Et l'activité qui leur permet également de se retrouver dans un certain confort social. Parce que c'est de ça qu'il s'agit exactement. Donc, parce que quelques semaines avant la tuerie là, il y a eu effectivement une dizaine de personnes qui ont été interpellées. Et leur interpellation découlait d'une bataille rangée qu'elles ont eue avec des coupeurs de bois. Et malheureusement, on s'est rendu également compte d'un fait on ne peut plus insolite ou bien surréaliste. Parce qu'au départ, quand on a eu à procéder à l'arrestation de quelques coupeurs de bois, dont un individu vraiment qui est de notoriété publique, voilà, s'active à longueur de journée quoi, dans ce trafic. Mais quand on a procédé à l'interpellation du gars, mais par on ne sait quelle alchimie, le gars est passé de prévenu à partie civile. Oui. Finalement, vous savez ce qui s'est passé? Les membres des comités villageois qui avaient procédé à leur interpellation s'étaient retrouvés finalement en prison. Oui. Et c'est quand ils sont sortis que malheureusement, je ne sais pas s'il s'agissait de coïncidence, mais c'est 24 heures ou 48 heures qu'ils ont été libérés de prison, qu'il y a eu ce massacre-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a certains qui pensent qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Donc c'est un peu compliqué. Alors la conséquence de ce massacre de Bofab, le journal Sud Quotidien l'écrit d'ailleurs, c'est que l'État a interdit l'exploitation du bois en Casamance. Et ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est qu'on interdit l'exploitation du bois dans une partie du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas là une loi injuste et finalement inutile, parce qu'on sait que l'État n'a pas les moyens? Ali Haïdar l'a dit, qu'il faudrait peut-être donner à l'armée les moyens de contrôler la forêt en Casamance, mais les eaux et forêts n'ont pas les moyens de faire ce travail-là. Oui, ça peut effectivement expliquer ce qui s'est produit. Parce qu'à un certain moment donné, quand vous ne sentez pas l'autorité de l'État, tu te dis que moi, maintenant, je vais me faire justice moi-même. J'ai comme l'impression, effectivement, c'est ce cas de figure-là qui se produit. Vous ne protégez pas notre forêt, vous êtes censé nous défendre. Nous, on va s'organiser en comité pour nous défendre. Et ils l'ont organisé, malheureusement, ça a abouti à... Je crois quand même qu'ils sont allés très loin. C'est ce cas de figure-là, quand même, qui est 15 Sénégalais. Et à un certain moment, là aussi, il faut quand même
nous, en tant que journalistes, qu'on attire notre attention là-dessus. Parce que il ne faudrait pas que ça tombe dans le cadre ethnique. Il y a certains qui essaient de voir les noms des gens qui ont décédé, en essayant de dire que la plupart d'entre eux seraient des Peuls. Et sur ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui favorise véritablement, qui doit déboucher à cimenter notre nation. Les identités sont meurtrières. Il faut souvent qu'on évite de verser dans ce n'est pas le rôle de la presse d'ailleurs de voir qui est ceci, qui est cela. Alors, autre question, c'est que parmi les personnes arrêtées, il y a un journaliste, René Bassène, pas très connu, en tout cas pour nous de la presse de Dakar. On dit qu'il a collaboré avec le groupe Walfadjri, il a collaboré également avec le groupe Futur Média, il est sous mandat de dépôt. Mais Ablaye, que sait-on vraiment de ce René Bassène? À part ce que la presse en a dit, moi personnellement je le connais pas. En tant que journaliste, on peut être quand même meurtri d'entendre qu'il y a quand même un journaliste qui fait partie de ce genre de situation-là. Parce que quand même, nous exerçons un métier qui est noble. D'ailleurs, notre rôle, c'est d'éviter effectivement que ces genres de situations-là puissent se produire, que les Sénégalais se permettent tout simplement de se faire justice eux-mêmes. L'un dans l'autre aussi, le journaliste aussi, ce n'est pas un ovni. Ce n'est pas un être désincarné. Il est dans une société. Voilà, il ne vient pas de la planète Mars. Il est dans une. Peut-être qu'il s'est senti dans cette communauté-là, dans l'obligation de défendre sa communauté, de défendre donc sa forêt. Donc on attend de voir exactement quelles sont les motivations qui l'ont poussé. En tout cas, ce n'est pas le rôle du journaliste d'être dans ces genres de situations-là, d'être accompagné des malfaiteurs. Notre rôle plutôt c'est de dénoncer et non d'être dans des situations de criminels. Ce qu'on sait, c'est qu'après son arrestation, Abdoulaye Daouda Thiam, ce qu'on a dit d'abord, c'est qu'il fait partie, enfin c'est un sympathisant du MFDC, il a même géré le journal en ligne du MFDC. Ensuite, on nous a dit qu'il est chargé de la communication à l'ANRAC. Mais la question que le Sénégalais lambda peut se poser, c'est que si on sait que ce journaliste-là a des liens avec le MFDC, pourquoi bénéficie-t-il d'un poste à l'ANRAC payé, entretenu par l'État du Sénégal? Mais écoutez, moi je crois que s'il fait partie réellement du MFDC et qu'il puisse se retrouver également au niveau de l'ANRAC, c'est qu'il y a une légèreté absolue. On ne peut pas gérer un pays en faisant montre d'une telle légèreté. Vous savez, c'est souvent le drame dans nos administrations. C'est-à-dire que vous voulez vous attacher les services d'Ablaye Thiam. Vous ne prenez même pas le soin souvent d'enquêter sur l'identité d'Ablaye Thiam. Ablaye Thiam, est-ce qu'il a eu à tremper dans de sordides affaires? Est-ce qu'il a eu à détourner de l'argent? Est-ce qu'il a eu à avoir été cité dans des histoires criminelles? Non. Très souvent, c'est des postes qui ne requièrent aucun travail préalable, aucune enquête préalable, au point que souvent on puisse se retrouver dans certaines situations. Moi, le confrère, le moindre mal que je puisse lui souhaiter, c'est qu'il ne soit pas mêlé à cette histoire. Parce que un journaliste a autre vocation que de s'associer dans de pareilles choses. Et jusqu'à la preuve du contraire, il est également présumé, il bénéficie d'une certaine présomption d'innocence. Ben, je crois qu'il faut prier pour lui pour qu'il n'ait rien à se reprocher dans ce dossier. Sinon, ça pourrait être pour lui. Et je crois également qu'il aura besoin d'avoir d'excellents avocats pour se tirer d'affaire, parce que on ne peut pas. Déjà, la première chose qui n'aille pas dans le sens de ses intérêts, c'est le fait qu'il ait eu à gérer la communication du MFDC. En tout cas, on l'a écrit. C'est compliqué. Et d'après les investigations, en tout cas d'après les informations qui nous sont parvenues, on a constaté que Libération, dans sa parution d'hier ou d'avant-hier, a expliqué qu'il y aurait des éléments extrêmement probants qui pèsent sur lui, et des échanges téléphoniques avec que l'exploitation de ces téléphones aurait
abouti à beaucoup de découvertes. Donc, c'est une question extrêmement gênante. On verra ce que l'enquête va donner. Le moindre mal qu'on puisse souhaiter à ce confrère, comme le dit Abdoulaye, c'est qu'il ne soit pas mêlé à cette affaire, parce que si c'est le cas, il risque de... Voilà. Alors, voilà qui nous amène, Abdoulaye Thiam a parlé d'une autre actualité qui a fait beaucoup jaser cette semaine. C'est cette rencontre que des organisations maçonniques devaient tenir à Dakar. La rencontre aurait finalement été annulée après une pression de certaines organisations religieuses, notamment du Sénégal. On a vu le directeur général, c'est ça, du Méridien, comment ça s'appelle maintenant, le Méridien président du King Fahd Palace, dire qu'il a finalement été obligé d'annuler la réservation parce qu'il y avait des menaces de troubles à l'ordre public. Mais jusqu'à hier, il y en a qui disent que la rencontre s'est tenue à Dakar. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ça, c'est de l'interprétation. Oui. D'abord, je crois que le directeur général, le directeur du King Fahd a fait bien les choses. Parce que il ne faut pas non plus aussi qu'on oublie, eux, ce qui les intéresse le plus, c'est le gain. Quand les gens disent qu'ils veulent faire une réunion privée, vous les louez une salle. Maintenant, quand l'opinion publique sénégalaise s'accorde à dire que ça, c'est des maçons, ils ne peuvent pas, dans un pays comme le Sénégal, composé à 100% ou bien à 99% de croyants, c'est-à-dire entre catholiques et musulmans. Absolument. On ne peut pas l'accepter parce que nos deux religions le refusent, et jusqu'à ce que la plus haute autorité de l'État s'en mêle lui-même, parce qu'il semblerait que même Macky Sall aurait demandé qu'on annule cette rencontre. Mais ce qui est bizarre, en tout cas, c'est pourquoi les gens continuent à l'interpréter, c'est que cette rencontre s'est finalement tenue devant mieux. Les journalistes ont posé la question à un des organisateurs. Est-ce que cette organisation, est-ce qu'il y a des maçons, des francs-maçons qui ont participé? Est-ce que c'est une organisation des francs-maçons? Il ne dit pas non, il dit c'est possible. Parce que toutes les, comment il l'a interprété encore, toutes les croyances sont représentées. Aussi bien donc les il ajoute que tous les francs-maçons du monde peuvent me donner de l'argent, je mets ça au service de l'islam. Et c'est une rencontre présidée par le chef de l'État. Oui, pire encore, bon, je ne sais pas, parce que là aussi, ils sont même dans les déclarations, ils se sont même attaqués à l'Église en disant que l'Église a causé énormément de tort à l'humanité depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. À certaines organisations islamiques aussi, qui ont attaqué parce que ce sont des organisations qui mettent des actes. Ça a abouti à une réaction au niveau de Touba, parce qu'il y a eu des chefs religieux, Mbaké, qui sont allés rencontrer le khalife général des Mourides pour lui demander qu'il lui retire le titre de représentant de cette communauté dans une localité donnée. Donc je crois, l'un dans l'autre, c'est ce qui justifie effectivement que les gens se permettent de dire on les a empêchés d'être au King Fahd Palace, mais ils se sont déplacés finalement, ils ont tenu leur réunion dans un autre lieu. Alors Daoud, cette affaire de rencontre maçonnique à Dakar, Abdoulaye Thiam l'a dit, il y a eu beaucoup d'interprétations. Et parmi ces interprétations-là, il y en a qui disent que la rencontre a été annulée parce que le chef de l'État l'a demandé. Or, le directeur général du King Fahd Palace dit que j'ai pris la responsabilité d'annuler la réservation parce qu'il y avait des menaces de troubles à l'ordre public. La question qu'on se pose, elle est tout à fait simple. Est-ce qu'on peut programmer une rencontre d'organisation maçonnique à Dakar sans que le chef de l'État ne soit au courant? Ce serait surréaliste que le président et son gouvernement n'aient pas été informés d'une telle rencontre. Vous savez pourquoi? La rencontre ne tombe pas du ciel. Du tout. Et la rencontre a été programmée depuis au moins 2 ans. C'est, je crois, si je ne me trompe, c'est au sortir de la rencontre de Cotonou, de Yaoundé, autant pour moi. C'est au sortir de cette rencontre qu'il a été décidé, depuis le Cameroun, qu'il reviendrait à Dakar d'abriter la rencontre. Et si vous allez sur Google, si vous étiez allé sur Google depuis plusieurs semaines ou bien depuis plusieurs mois, mais la rencontre de Dakar en fait figurait dans... Donc les autorités sénégalaises savaient? Non. Je pense, à mon humble avis, que même ces autorités sénégalaises n'osent pas, je pense en fait qu'elles n'osent pas dire aux Sénégalais qu'en réalité, elles ignoraient la tenue d'une telle rencontre. On ne peut pas aspirer à diriger un pays et à ignorer
ce qui se passe dans ton propre pays. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette rencontre a été planifiée depuis belle lurette. Et même le représentant, le point focal de la rencontre, son contact était sur Google. C'est-à-dire que... Non, je crois qu'ils ont dû céder à la pression populaire. Maintenant, ils devaient quand même s'attendre à cette pression. Moi, j'estime que autant peut-être ils avaient la latitude d'organiser cette rencontre, mais même les autorités de King Fahd Palace devraient s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de levée de bouclier. Ça, c'était le strict minimum qu'il puisse y avoir dans un pays composé à 95% de Sénégalais et dans un pays où dans l'imagerie, dans l'imaginaire populaire, écoutez, les gens sont très allergiques à tout ce qui touche à la franc-maçonnerie. Donc, ils devraient s'attendre à cette levée de... Alors, justement, l'imagerie populaire, c'est le mot que vous avez utilisé. On prête quand même beaucoup de pouvoir à ces loges maçonniques. On dit très souvent que parmi eux, il y a des hommes politiques, il y a des chefs religieux, et que si on veut avoir le pouvoir, le chemin le plus court, c'est d'être dans ces loges-là. Daoud, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de fantasmes autour de ces loges maçonniques? Fantasme, je ne sais pas. Tout ce dont je suis certain, c'est que les personnes à qui on reproche de faire partie de cette loge, mais le pouvoir, soit le pouvoir... Ce pas des gens qui n'ont rien. Non, ce n'est pas des have-not. C'est-à-dire que soit ils ont le pouvoir avec eux, soit ils ont énormément d'argent. Et je crois que ça fait partie également des raisons qui expliquent que cette loge-là accueille de plus en plus de monde. Si on va jusqu'à ce que des Sénégalais bon temps puissent se réveiller, revendiquer leur appartenance à une telle loge, je crois que en réalité, il n'y a pas, même s'il y a un fantasme, c'est un fantasme qui est limité, quoi, et qui s'explique. Dans la pratique, les gens à qui on prête cette appartenance-là, à cette loge, mais c'est des gens qui sont friqués. Ça, c'est pas des have-not. C'est un constat, quoi. Alors, l'autre constat, c'est que, ça on l'a toujours dit depuis des années, c'est que parmi eux, il y a des religieux, il y a des politiques, il y a des artistes, et de plus en plus on nous dit que ce que nous regardons à la télé, notamment certaines séries et tout, c'est pour faire la promotion des loges maçonniques. Dans ce contexte-là, une rencontre est programmée à Dakar. Il y a eu une pression des organisations religieuses, notamment, on a annulé. Dans le même contexte, une autre rencontre se tient à Diamniadio, présidé par le chef de l'État lui-même, et c'est un religieux bien connu dans ce pays qui prend la parole. On s'attendait à ce qu'il dise que cette organisation n'a rien à voir avec les loges maçonniques. Il ne le dit pas, il dit que oui, c'est possible. Est-ce qu'on n'est pas en train, dans ce pays, de nous imposer les organisations franc-maçonniques à travers peut-être la banalisation? Essayer de banaliser cette affaire-là pour qu'on l'accepte finalement. Oui, ça aussi, ça rentre dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, de l'interprétation. Effectivement, on peut le voir comme tel. Tout le monde a apprécié ici, quand le chef de l'État du Sénégal s'est mis droit dans ses bottes, devant l'homme le plus puissant du monde, Barack Obama, pour lui dire, tant que je serai président de la République, jamais le Sénégal ne va légaliser le mariage homosexuel. Tout le monde aujourd'hui aussi peut s'interroger effectivement de cette petite glissade pour faire adopter ça dans le subconscient des Sénégalais. Ça, c'est le constat que l'on fait, que l'on est en train de voir. L'autre aspect aussi que tu as développé, effectivement, parce que les plus grandes firmes de production, de cinéma, de séries et autres sont tenues aujourd'hui par Hollywood et autres. Absolument. Et de plus en plus, vous constatez que même du côté des homosexuels, vous constatez dans des séries de plus en plus, vous voyez des hommes qui s'embrassent devant. Toutes les séries maintenant, toutes les séries, vous le constatez, effectivement. Mais ça aussi, c'est à nous aussi de faire comprendre, nous sommes dans un monde globalisé. Aujourd'hui, tout ce qui se passe aux États-Unis, automatiquement, vous le savez, les plus grandes séries sont regardées au Sénégal. Il n'y a pas, on a presque tué le décalage horaire. Il faut aussi qu'on soit armé, qu'on éduque nos enfants pour qu'on fasse le bon tri
entre ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut éviter de regarder jusqu'à au moins l'âge de la majorité. Je crois que c'est ça, c'est à ce niveau-là que c'est extrêmement important, la télévision, pour qu'on fasse en sorte qu'on ne tombe pas dans tous ces travers. Parce que nous sommes dans un monde où l'avoir a fini de prendre le dessus sur tout. Vous parlez aujourd'hui parce que c'est même possible que ça soit du fantasme. C'est même possible que le fait d'être franc-maçon ne fait pas de toi de facto quelqu'un qui est riche. Mais dès l'instant qu'eux, ils essaient de véhiculer cette idée que si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez avoir de la notoriété, si vous voulez avoir le pouvoir, il faut être un maçon, il faut être dans telle loge et dans les loges. Il y a aussi des gens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent. C'est ça, aujourd'hui, la problématique. Il y a cette fédération pour la paix universelle, c'est l'organisation qui tenait le sommet de Diamniadio, sommet africain pour la paix, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et on nous apprend d'ailleurs que la dernière loge née au Sénégal remonte à 2014. Cela veut dire que cette organisation est en train de se développer au Sénégal. Autre chose, Daouda Thiam, qui a été dit dans la presse également, c'est que il l'a rappelé, Abdoulaye, il y a de puissantes personnalités d'Hollywood par exemple, qui sont dans ces loges-là. On cite l'artiste Rihanna, qui devrait être à Dakar dans les jours qui viennent, avec peut-être 137 milliards de francs CFA de financement pour l'éducation. Emmanuel Macron, qu'on dit être parrainé par des loges maçonniques et attendu à Dakar pour parler d'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison, Daouda Thiam, de poser ce débat pour que les jeunes Sénégalais puissent comprendre ces enjeux? Parce qu'il y a de l'enjeu dans cette affaire. Oui, mais en fait, comme l'a tantôt souligné Abdoulaye Thiam, je crois qu'il revient aujourd'hui à chaque famille, à chaque chef de famille, de prendre les devants, de parler à sa famille, à ses enfants, sans tabou, hein, de leur expliquer les enjeux. Parce que si vous vous attendez à ce que d'autres le fassent à votre place, vous aurez sur toute la ligne. Donc il revient à chaque père de famille, à chaque mère de famille, mais de parler à ses propres enfants, de leur expliquer l'évolution du monde, de leur expliquer les dangers auxquels ils pourraient encourir, etc. etc. Maintenant, le fait que doivent venir à Dakar, le fait que Macron soit attendu dans les prochains jours, le fait également qu'il y ait cette rencontre de Dakar quelques jours auparavant, moi je dirais simplement qu'il semble y avoir une coïncidence troublante. Voilà, elle est troublante. Comme disait, elle est troublante vraiment. On verra ce que ça va donner peut-être dans les prochaines avec les développements de cette actualité-là. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, notamment à travers les ondes de la radio Walf FM, que c'est l'émission Actu en 7 que vous suivez et que nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Thiam. Il est le rédacteur en chef du journal Le Sud Quotidien, et Daouda Thiam, directeur de publication du quotidien Source A. Dernier thème de cette émission, c'est un peu du sport. Je rappelle qu'Abdoulaye d'ailleurs est le président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal. Donc vous êtes bien placé pour nous parler de sport avec le drame de Demba Diop. Le dernier développement, c'est la décision, le verdict rendu par le tribunal arbitral du sport qui dit en des termes très clairs que Ouakam ne saurait être reconnu entièrement responsable de tout ce qui s'est passé à Demba Diop et qu'il y a des responsabilités peut-être à situer. Mais les arguments d'abord que développe le TAS pour motiver le verdict, est-ce qu'à travers, quand on lit, est-ce qu'on ne se dit pas que le TAS ne pouvait pas faire autrement que de donner raison à l'US Ouakam quand on lit les arguments qui sont développés dans le verdict? Oui, on peut le dire sans se tromper, et parce que quand même, ce qu'ils ont dit, c'est très clair. En tout cas, nous aussi, c'est ce dont on s'attendait. Oui. Moi, j'ai été un tout petit peu surpris quand j'ai vu, après le lendemain, en tout cas, de ces douloureux événements, le communiqué du procureur de la République qui semblait sortir complètement la police et la sécurité de cette affaire. Il semblait complètement les disculper. Entre guillemets. Maintenant, le TAS, je crois que même à ce niveau-là aussi, on a très mal communiqué. Peut-être que c'est la fédération ou bien c'est la Ligue Pro. Dans cette décision, il faut sortir deux choses. Il y a l'aspect disciplinaire et sportif. Le TAS ne s'est prononcé que sur ça. Disciplinaire et sportif. D'ailleurs, même la fin, le dernier alinéa, si vous regardez, ils disent carrément, ils ont même tenu à le relever, que tout ce qui concerne les procédures civiles et pénales qui ont été déclenchées ici, ça va suivre normalement son cours. Autrement dit, l'action publique n'est pas
Ça va se poursuivre. Ça, il faut qu'on le dise pour qu'au moins, au niveau de Mbour, que les gens le comprennent. Parce qu'aujourd'hui, la plus grosse crainte dans ce pays, c'est que... Il faut qu'on comprenne que là, on ne parle pas justice, on parle football, effectivement, sport, discipline. Oui. Et dans cette affaire, je crois que l'arrêt, en tout cas la décision qui a été rendue par le TAS, il est acceptable. Il est acceptable parce qu'il dit, il ne dit pas que l'ISO n'est pas responsable, mais il dit que l'ISO ne peut pas être tenu comme le seul responsable, la seule responsable. Donc, même dans son arrêt, il parle de la sécurité, il parle de la vétusté du stade. Donc, il faut aussi constituer d'autres responsabilités devant accompagner effectivement la responsabilité première des supporters, en tout cas de l'ISO qu'on a vu à la télévision. Là, on est en flagrant délit. Ce que tout le monde a vu, c'est qu'il y a eu des supporters de l'ISO qui ont quitté leur camp, qui sont allés attaquer le camp des supporters de Stade Mbour. Et ces jeunes-là, pour sauver leur peau, ils ont tout simplement pris la poudre d'escampette. Malheureusement, un pan du mur s'est affaissé et il y a eu environ une dizaine de morts et plusieurs blessés. Je crois que c'est ça les faits. Ce qui est intéressant dans cette décision du TAS, que j'ai pris vraiment le temps de lire pour pouvoir comprendre, c'est que finalement le tribunal arbitral du sport ne nous apprend rien. Il nous dit ce que les journalistes, notamment vous de la presse sportive, avez dit avant le drame et après le drame. C'est-à-dire que, le service de sécurité allait poser problème parce qu'on était en pleine campagne électorale. 2, la vétusté du stade Demba Diop. Aujourd'hui, dans le Thiam, quand le TAS dit que Ouakam est partiellement responsable, cela veut dire qu'au-delà de l'aspect judiciaire et sportif, l'action publique doit se poursuivre et qu'il faudrait situer des responsabilités. Le TAS dit clairement que le stade ne répond pas aux normes et que le service de sécurité n'était pas suffisant pour assurer la sécurité de toutes ces personnes qui étaient au stade. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ça, on ne peut pas avoir un désaveu adressé au procureur de la République notamment, qui avait clairement exclu ça, et qu'aujourd'hui, les gens de Bourg ont le droit d'exiger que les responsabilités soient situées? Ben écoutez, moi je crois que, bon, jusqu'à la preuve du contraire, ces responsabilités vont être situées, normalement. En principe, en tout cas, dans un état de droit, elles seront, quel que soit alpha. Maintenant, le TAS, le tribunal arbitral, ce qu'il a dit, mais la presse sénégalaise a eu à le dire, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas entendu. Vous savez, écœurant, en fait, le TAS ne nous a servi que du répétitif. C'est-à-dire ce qu'on savait déjà et ce dont on a vraiment assez parlé. En réalité, mais autant on peut reprocher à des supporters de Mbour de s'être attaqués à leurs adversaires de ce jour-là, mais autant il faut qu'on ait le courage quand même de se regarder dans une glace et de se dire que, bien, écoutez, on a voulu jouer un match de football dans un stade de cet environnement. On a joué un match de football avec un nombre insignifiant de forces de l'ordre. Voilà, et qu'on a eu à prendre des risques et que malheureusement, ça nous est tombé plein la... Surtout qu'au préalable, avant même le match, on savait très bien que quand même, Mbour et ISO, ce sont des clubs qui drainent énormément de foule. Comme on dit dans le Navetan, c'est des équipes qui ont En fait, moi je crois que le TAS, ce qu'il a dit, c'est simple. Il n'y a jamais d'effet sans cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier responsable dans cette histoire, c'est l'État. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, ce que nous dit le TAS de manière très simple, c'est que si le match avait été joué dans Léopold Senghor, par exemple, avec assez de force de l'ordre, les supporters de Ouakam auraient déconné comme ils veulent, il n'y aurait pas assez. C'est ça. Donc je crois que le premier responsable aujourd'hui, c'est l'État. C'est l'État qui est chargé d'organiser, en tout cas quand je parle de l'État, il y a la fédération et tout. La Ligue Pro. Voilà, et la Ligue Pro. Ce sont ces différentes entités qui délèguent ses pouvoirs à ce sont ces différentes entités qui avaient pour responsabilité d'organiser, de faire tenir le match dans un environnement propice. Ça n'a pas été le cas. Le stade ne répondait pas à toutes les normes. Il n'y avait pas assez de forces de sécurité pour pouvoir garantir la stabilité en fait du match dans son ensemble. Donc, la première responsabilité incombe à l'État. Et ça, soit l'État ne l'a jamais voulu
voulu le comprendre comme tel. Quand je parle également de l'État, c'est entre autres la Ligue Pro et la Fédération. Soit on a voulu, voilà, on a voulu faire du tafiyangal et puis voilà, pour mettre tout sur le dos quand même des supporters de l'US Ouakam, qu'on saurait dédouaner parce que eux également, les actes qu'ils ont eu à poser, c'est des actes condamnables à tout point de vue. Là, je fais quand même une petite précision. Dans la décision du TAS, il y a un point sur lequel moi je ne peux pas être d'accord là-dessus. Par exemple, le fait de demander, même s'ils sont partiellement responsables, le fait de demander qu'on enlève la peine de 6 ans d'exclusion de la Ligue Pro et de le remettre immédiatement. Immédiatement. Et dans la pratique, ça va poser problème. Ça, non seulement dans la pratique, mais quand même, le TAS n'a pas dit qu'ils ne sont pas responsables. Il ne l'a pas dit. Ils sont en partie responsables. Mais le fait de le remettre tout de suite dans le bain, moi, ça me pose un véritable problème. Et pire encore, même la condamnation pécuniaire, elle passe de 10 millions à 500 000 francs CFA. Ce qui ressort un peu dans ce BD-là, c'est que le TAS semble tellement sûr de dire le bon verdict qu'ils disent non seulement il faut réintégrer l'US Ouakam, mais ils disent pour la saison 2017-2018 et qu'il faut permettre à Ouakam de jouer à huis clos quand il rencontre quand l'USO rencontre le Stade de Mbour. Ça veut dire que pour ces gens-là, il n'y a pas d'issue possible. Ils ont tout à fait raison, il faut le faire. Oui, mais c'est pourquoi je dis tout à l'heure, moi ça me pose problème. Maintenant, même la praticabilité. Aujourd'hui à Mbour, tout le monde a vu ce qui s'est passé là-bas. Même le président des supporters a préféré démissionner. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes avant-coureurs qui sont là. Reste à savoir, le match Stade de Mbour, s'il doit y avoir un match Stade de Mbour, où est-ce qu'il doit se jouer? Parce qu'on ne peut pas quand même exiger au Stade de Mbour de délocaliser le match et d'aller le jouer dans un terrain neutre. Et s'ils reçoivent, quelles sont les garanties qui vont être mises en place pour que ce match-là puisse se jouer sans violence? Parce que quand même, ils sont toujours en deuil. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Ablaye? Là, c'est... Parce que j'ai vu le professeur Sakho dire, par exemple, qu'il faudrait peut-être remettre... Moi, je l'ai pris et je crois que c'était une décision la plus sage. Même quand le TAS a demandé qu'il soit remis immédiatement, à mon avis, je pense que la direction de l'USO, tout comme la Fédération et la Ligue Pro, plus la direction de Stade de Mbour, on aurait dû s'asseoir autour d'une table pour comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez complexe. Et dire... Nous avons commencé depuis 8 journées. Deuxièmement, vous étiez censé jouer en Ligue régionale. Troisièmement, votre club était transformé en véritable louma. Les gens sont venus prendre les jours et sont partis. Aujourd'hui, nous sommes à 14, nous sommes passés de 14 à 15 clubs. Mieux encore, le championnat national est calé à une date. Parce qu'il y a la Coupe du Monde dont l'équipe nationale du Sénégal est qualifiée. Compte tenu de tous ces arguments, nous comprenons, nous devons appliquer la décision du TAS qui, là aussi il faut le préciser, il ne faut pas que les gens pensent que la décision rendue par le TAS n'est pas attaquable. Sauf que la attaquable au niveau du tribunal, voilà, du tribunal fédéral suisse. C'est ce qu'on permet d'interjeter encore là. C'est à ce niveau-là, et je termine par là, qu'on dise tout simplement, nous sommes d'accord avec tout ça, mais attendons l'année prochaine pour vous remettre dans la Ligue Pro. Automatiquement, vous serez le premier club qualifié pour jouer en Ligue 1. Et à partir de ce moment-là, je crois que ça aurait dû quand même permettre en ce moment-là au Stade de Mbour de penser ses plaies, d'être en deuil normalement et à partir de l'année prochaine... Mais Ablaye, toi qui es dans le monde des sports, en réalité, moi j'ai comme l'impression également que autant l'US Ouakam a eu à faire une plaidoirie auprès du TAS, a eu à défendre son dossier, autant j'ai eu comme l'impression en réalité que au niveau de la fédération ou bien au niveau de la Ligue Pro, les gens ne s'étaient pas organisés, ne s'étaient pas donné les moyens de faire en sorte que le TAS ne puisse pas donner raison à l'US Ouakam. Voilà, vous qui évoluez dans ce milieu, c'est ça. C'est intéressant parce que ça repose le débat sur la motivation des décisions rendues par la Ligue. Déjà, les avait appelés pour leur dire, si jamais on réintègre l'ISO, est-ce que vous êtes capable de le remettre en selle pour qu'il continue à jouer le championnat? Ils ont dit oui. Ah mais oui, ils ont dit oui. Donc, on savait peut-être que cette décision-là, elle allait tomber.
On terminer très rapidement sur cette question-là parce que le temps qui nous est imparti est complètement épuisé. Ablaye, Daouda Thiam, on est face à une situation complexe, difficile à gérer. Si Mbour et Ouakam doivent se rencontrer, ça pose problème. J'ai l'impression que c'est un problème qui dépasse finalement les autorités du football, la Fédé et la Ligue Pro. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, à travers peut-être d'autres démembrements, à travers même peut-être des organisations de la société civile, pourquoi pas des religieux, ne devraient pas prendre leur bâton de pèlerin, essayer de rapprocher les deux villes, c'est-à-dire Ouakam et Mbour, comprendre finalement qu'ils sont tous des Sénégalais et qu'on doit pouvoir s'entendre quelque part. Est-ce que ce n'est pas cela la solution? Oui, je crois que c'est un réflexe qu'on attendrait en fait de l'État. Maintenant, au cas où si une pareille décision, en fait une pareille initiative n'était pas prise, je crois que en fait l'État prendrait énormément de risques en laissant se tenir un match ISO Stade de Mbour à Mbour. Ça, c'est ça que l'on se détrompe. Il y aurait énormément, parce que comme l'a tantôt souligné déjà entrer en Mbour pour Ouakam, c'est compliqué. Jusqu'au moment où nous parlons, les supporters de Mbour sont dans une colère noire et ils n'ont pas encore fini de porter le deuil. Donc dans ces conditions, moi je verrais mal qu'on puisse songer même à une rencontre ISO Stade de Mbour à Mbour. Pourtant, il ne manque pas de personnalités, Ablaye, qui ont fait le football sénégalais, qui peuvent peut-être aujourd'hui essayer de rapprocher les différentes parties. Oui, ça, on n'en disconvient même pas. Moi, je pense que les gens, ils vont essayer de le faire, même s'il faut regretter à un certain moment donné, quand les gens étaient dans la campagne, on a semblé même, à un certain moment donné, l'un des candidats était déclaré persona non grata à Mbour. Oui. Maître Augustin Senghor, ça aussi, il faut le déplorer. Je ne pense pas qu'il soit responsable dans cette histoire-là. Ça, c'est un. La deuxième chose, mais au-delà même, si on veut jouer le match à huis clos, c'est-à-dire que les supporters n'entrent pas, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aurait même pas une probabilité de conflit entre les joueurs mbourois et les joueurs de Stade de Mbour? Absolument. Ça aussi, c'est une possibilité, parce que cette affaire-là, quand même, elle est extrêmement grave. Moi, je crois que c'est une véritable patate chaude. L'autre équation, c'est que comment faire aujourd'hui pour qu'un bus de l'US Ouakam puisse entrer à Mbour? Oui, il y a tout ça. Mais ça, quand même, c'est du domaine de l'État. Une question de sécurité, pousser les gens pour venir. C'est pourquoi je pense que cette affaire, elle est tombée sur Mbour, sur l'ISO. Mais il y a eu énormément de choses qui sont passées depuis la mise en place de la Ligue Pro jusqu'à maintenant. Et tout le temps, on n'avait pas sanctionné. Le fait de ne pas sanctionner aboutit toujours à ces conséquences pareilles. Je me souviens très bien qu'en 2009, la première finale de la Coupe de la Ligue, c'est des supporters de Casa Sport qui ont empêché au bus des joueurs de rentrer dans le stade. On n'a jamais vu ça dans aucun pays au monde. Et on n'a pas sanctionné. Qu'est-ce qu'on a décidé? De prendre le trophée et de donner à l'US Douane, lui déclarant tout simplement qu'il est vainqueur. Mais je crois qu'il y a également un petit point sur lequel il faut qu'on insiste, c'est-à-dire que il y a un fait qui n'a pas contribué à réchauffer le coup de froid entre les deux parties, c'est le fait que jusqu'au moment où nous parlons, les gens de l'US Ouakam n'aient pas effectué le déplacement à Mbour pour leur présenter ne serait-ce que... Est-ce que c'est pas prendre des risques? Non, on est en société, les gens pouvaient s'organiser et se donner les moyens de les aider à aller là-bas. De les aider à aller là-bas. Oui, je crois que ça, on aurait dû le faire avant. Oui, avant. Mais là, dès l'instant que la décision est tombée, on va dire que oui, c'est le médecin après la mort. On vous a mis même vous autoglorifier ou d'avoir gagné une décision, alors que dans cette affaire-là, c'est le football Sénégal qui perd. Ablaye Thiam, merci. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Sud Quotidien et que vous étiez avec Daouda Thiam, directeur de publication de Source A. Bon vent à Source A, qui est à combien de semaines là de parution? 12e numéro. 12e numéro. Donc 2 semaines. Oui, 2 semaines après. Bon va donc à ce nouveau bébé de Daouda Thiam sur ça. Mesdames et messieurs, c'est avec énormément de plaisir que je vous ai présenté ce numéro d'Action en 7. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter. Bon week-end sur Walf et bien à vous.